Bonjour tout le monde, je vais commencer ma présentation. Aujourd'hui, on va parler de la médiation en classe de langue, dans le sens que je vais partager avec vous quelques réflexions que j'ai faites lors de mes expériences de médiation et surtout vous faire des propositions à partir des nouveaux descripteurs du cadre avec des propositions d'application. Commençons tout de suite par situer la médiation à l'intérieur du cadre. Comme vous le voyez, il s'agit d'une activité communicative langagière au même niveau que la réception, la production, l'interaction et la médiation. Mais voyons un peu quelles sont les nouveautés qu'on retrouve dans le volume complémentaire du cadre publié en 2018, en janvier 2018 dans sa version française. En fait, la première présentation du volume complémentaire remonte à septembre 2017 dans la version anglaise. Dans ce volume complémentaire, on a voulu refonder un peu le cadre et surtout l'étoffer un petit peu. On a donné des éclaircissements ultérieurs aux notions fondamentales du cadre. On a rédigé des textes explicatifs pour toutes les échelles, aussi bien les existantes que les nouvelles. On a remis à jour les descripteurs de 2001, mais surtout, on a créé de nouveaux descripteurs. Les nouveaux descripteurs qui manquaient dans la version de 2001, qui concernent justement les activités de médiation, le plurilinguisme, l'interaction en ligne, la phonologie et même la langue des signes. Mais la rupture la plus forte avec l'édition précédente, dans le nouveau volume complémentaire, porte aussi sur la conception elle-même du cadre, qui n'est plus considéré dans son modèle d'apprentissage comme un modèle pour les langues vivantes uniquement, donc les langues étrangères, mais désormais pour toute forme d'apprentissage de la communication en général. Nous le verrons justement par l'idée que la médiation peut se faire interlangue, c'est-à-dire entre une langue et une autre langue, ou bien intralangue, à l'intérieur de la même langue. Une autre grande nouveauté, c'est justement le concept de médiation. La médiation est une activité pour les non-professionnels, alors que dans l'édition 2001, même si on avait déjà traité des aspects de la médiation qui concernaient pas seulement la traduction et l'interprétation à l'oral, mais on faisait référence aussi aux activités de résumé et de compte-rendu, elle était restée quand même considérée comme dans le domaine des professionnels, pour ceux qui voulaient devenir traducteurs ou interprètes. Alors qu'ici, on remet l'accent sur le fait que la médiation est une activité qu'on exerce un peu dans le quotidien et de tous les jours. Je vous donne un petit exemple. Ce matin, pour aller au travail, dans la voiture, j'ai vu un panneau d'affichage qui me disait « Keep calm, la sécurité au travail commence par là ». Et donc, justement, seulement en commençant ma journée, j'ai dû faire la traduction de Keep Calm, même si elle était très transparente. Et tous les jours, dans les publicités, à la télévision, nous sommes confrontés à une grande pluralité de langues, ou du moins à la présence de l'anglais. Voyons un peu de mettre au clair le concept de médiation dans l'enseignement scolaire. Je vais le faire en suivant un fil rouge de 4 questions principales. Premièrement, je vais me poser la question, ou je vais parler de quelle place lui est-elle faite aujourd'hui dans le cours de langue. Ensuite, on va aborder la définition même de médiation. Qu'est-ce que c'est au juste? Car il y a pas mal de, de malentendus souvent. On réduit la médiation à la simple traduction ou interprétation consécutive ou simultanée, alors que le concept s'est beaucoup élargi à l'intérieur du volume complémentaire. Et puis, on pourrait se poser la question de quel est le rôle que la médiation peut jouer dans l'apprentissage en milieu scolaire. Est-ce que c'est encore une surcharge de travail pour l'enseignant de langue ou bien un atout? Et enfin, je vais vous proposer quelques suggestions sur comment on peut l'enseigner et comment
on peut la pratiquer grâce à 2 ou 3 exemples que je vais vous faire. Voyons un peu d'abord de faire une petite histoire de la place de la médiation en milieu scolaire ou dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Dans son acception traditionnelle, comme je l'ai déjà dit, la médiation équivalait à la traduction et elle était pratiquée en milieu d'apprentissage, surtout pour l'apprentissage des langues classiques, donc le grec, le latin, et quand il y avait la méthode lecture, traduction et donc grammaire pour l'apprentissage des langues. Ou bien on considérait la médiation comme l'affaire du monde professionnel, comme je viens de le dire, ou en milieu scolaire ou en milieu académique, elle était utilisée comme forme de contrôle. Tout le monde se rappelle bien les exercices de thème et de version, ou bien comme forme de réflexion métalinguistique sur l'application des règles grammaticales, donc pour déclencher la réflexion linguistique elle-même. Dans les années 60, 70 et 80, avec l'apparition des méthodes audio-orales et audiovisuelles, et la pauvre médiation avait été complètement bannie de l'enseignement des langues, car on croyait que la présence d'autres langues, notamment la langue maternelle, pouvait être seulement une entrave à l'acquisition des langues étrangères. Et donc, on avait pratiqué le monolinguisme absolu. Dans les années 80 et 90, grâce à l'approche communicative, la médiation avait apparu, mais elle avait toujours ce rôle secondaire et de Cendrillon, comme je l'ai dit, presque pour des professionnels. Avec le cadre de 2001, elle a été complètement réhabilitée car elle a été mise sur le même pied d'égalité avec les 3 autres activités langagières de réception, de production et de interaction. Toutefois, même dans le cadre, elle n'avait pas été vraiment développée et on l'avait laissée comme vraiment domaine des spécialistes, des traducteurs et des interprètes. Même les didacticiens et les éditeurs de manuels ont fait plus part dans leurs ouvrages aux 3 autres activités langagières et ont laissé de côté la médiation. Quelle est son utilisation effective en classe actuellement en cours? Elle reste toujours en décalage avec les recommandations officielles du Conseil de l'Europe qui prêchent pour une société et une éducation et un apprentissage de plus en plus plurilingue et interculturel. On la retrouve par exemple dans les petits coins traduction, coins médiation, mais toujours au niveau de traduction de phrases isolées. Or, qu'est-ce que c'est au juste la médiation? Effectivement, il faut dire qu'il s'agit d'une compétence très complexe. Elle a été pleinement valorisée dans le complément, dans le volume complémentaire, car on lui a consacré bien 19 échelles avec des descripteurs sur 10 niveaux. Et donc là, on a vraiment voulu lui redonner la place importante qu'elle a aujourd'hui. Et on a énormément élargi le concept de médiation à celui d'une compétence un peu englobante ou parfois on aime l'appeler nomade. En effet, Madame Picardo, qui est auteure avec Brian North du volume complémentaire, en distingue, comme vous le voyez, au moins 6 formes de médiation: linguistique, culturelle, textuelle, par les médias, sociale, pédagogique. Mais effectivement, au lieu de, sans entrer trop dans les détails, focalisons-nous sur ce qu'il faut entendre par médiation comme concept premier. La médiation est toute activité qui réduit un écart, un clivage, un obstacle à l'entente entre 2 personnes qui ne parlent pas la même langue, ou entre des personnes et des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des nouveaux pensées grâce au langage. En effet, pour synthétiser, il s'agit d'une activité qui a le but de faciliter l'accès au sens, de favoriser la compréhension et la communication. Dans le nouveau
volume complémentaire, on distingue 3 grands domaines de la médiation: médier un texte, médier des concepts, médier la communication. En gros, médier un texte, ça veut dire traiter le contenu, un message qu'il faut faire passer. Médier des concepts, ça veut dire favoriser un travail coopératif dans les travaux de groupe, par exemple, pour la construction d'un sens, pour la construction, par exemple, d'idées et de nouveaux concepts lors de travaux de groupe centrés sur un projet, sur la solution d'un problème, par exemple, ou sur l'idée de préparer un débat pour établir les arguments pour ou contre. Et médier la communication, en fait, c'est recouvre le domaine de la communication dans un espace tiers, autrement dit, la création d'une atmosphère positive pour que des interlocuteurs qui ne partagent pas la même langue ou la même culture, les mêmes habitudes, puissent communiquer. Et c'est là que l'apprenant joue le rôle d'intermédiaire, justement, de médiateur de la communication. Entrons un peu plus dans le détail. Voici les 19 échelle de la médiation. Moi, je vais parler essentiellement de la médiation dite linguistique, médier un texte, et puis je vais essayer d'illustrer un peu plus en détail même les stratégies de médiation. Si on parcourt un peu les différentes échelles, on voit qu'on va de activités et de compétences de médiation plus simples à des compétences plus complexes, de transmettre des informations spécifiques à analyser et critiquer des textes créatifs. Qu'est-ce que cela veut dire médier un texte, hein? Dans le fond, médier un texte signifie transmettre un contenu à quelqu'un à partir d'un texte souche. Par texte, j'entends n'importe quel document qui peut être aussi oral. Transmettre donc le contenu d'un document à quelqu'un qui autrement n'y aurait pas accès, soit par des barrières de type linguistique, il ne connaît pas la langue, soit par des barrières culturelles, de comportement ou de familiarité avec le domaine propre du sujet, ou des barrières de type technique, vraiment la spécificité d'un langage professionnel. Transmettre des informations veut dire transmettre des informations spécifiques de besoins immédiats. Cette compétence est étroitement associée à lire pour s'orienter. Et donc, l'apprenant doit être capable de retrouver dans un document qui peut être simple, comme une pancarte, un panneau, des données spécifiques, telles que les horaires d'une exposition, les lieux, les consignes pour acheter un billet, ou dans une annonce de travail à l'aéroport, connaître comme la porte pour l'embarquement ou le retard de l'avion lui-même. Donc, il s'agit d'une habileté qui peut être pratiquée, d'une compétence qui peut être pratiquée même à des niveaux très bas, comme le niveau A1, A2. Ensuite, on peut passer à l'autre activité de médiation qui est expliquer des données. Expliquer des données qu'on peut retrouver dans des graphiques, des diagrammes, des figures, et à l'oral et à l'écrit, davantage à l'oral. Ici, il ne s'agit pas d'extraire des informations spécifiques, mais il s'agit d'extraire des idées clés importantes, comme par exemple dans un bulletin météo ou bien comme dans un mode d'emploi, même à partir de figures. Et cela, cette habileté, cette compétence peut être pratiquée même à un niveau assez simple comme un niveau A2. Ensuite, on peut passer à traiter un texte. On peut traiter un texte à l'oral et à l'écrit. Traiter, ça veut dire essentiellement remanier un texte. Là, évidemment, il s'agit d'une lecture non pas pour s'orienter, mais pour s'informer et ensuite discuter. Donc, l'élève doit procéder à une lecture ou bien à une écoute
détaillé pour ensuite en extraire les idées clés, les idées fondamentales. Le produit d'arrivée est effectivement un condensé du texte de départ ou du document de départ. Il ne s'agit pas vraiment, pour simplifier, on dit résumé, mais il ne s'agit pas d'un résumé comme nous l'entendons à la française, c'est-à-dire le même texte, le texte d'arrivée doit être le même texte de départ, mais réduit. Là, l'apprenant peut manipuler l'information et l'appliquer à des fins communicatives. Donc, par exemple, il peut ne pas respecter l'ordre du texte, mais présenter d'abord les idées clés qui sont nécessaires pour faire une activité ultérieure. Je vais vous donner un exemple plus tard, quand je parlerai justement d'un traitement de texte. On passe ensuite, évidemment, traiter un texte implique des habiletés et des compétences plus élevées. Par conséquent, il est praticable seulement à partir du niveau B1 ou A2+. Et bien sûr, il y a aussi l'activité maîtresse, c'est la traduction. Traduire un texte écrit à l'oral ou un texte écrit à l'écrit. Traduire un texte, ça veut dire à l'oral, ça veut dire pratiquer la traduction d'une manière spontanée à informelle. Ça veut dire restituer l'essentiel de l'information. Et c'est une activité que nous faisons justement presque tous les jours. Alors que traiter un texte à l'écrit est un processus un peu plus formel, mais on ne prétend pas du tout l'intégralité de la traduction ni la fidélité absolue de la traduction. C'est toujours à des fins, comment dire, de communication quotidienne et non pas professionnel. Qu'est-ce qu'on peut traduire comme texte? On peut traduire par exemple des lettres, des courriels, parfois des modes d'emploi. Ensuite, on passe à une activité comme celle de la prise de notes lors de conférences, de séminaires ou des réunions, ou même lors d'un cours magistral. Cette compétence propose un autre aspect de la médiation. En général, on médie pour quelqu'un d'autre, mais on peut médier un texte à soi-même. Quand je prends des notes, en écoutant par exemple mon professeur qui parle en cours, je médie pour moi. Et ensuite, je peux restituer pour quelqu'un d'autre ce que j'ai condensé et ce que j'ai organisé. Dans la médiation, on a inséré aussi les textes créatifs, en entendant par là non seulement la littérature, mais les films par exemple, ou même des tableaux. Exprimer une réponse personnelle, donc une réaction parfois émotive à un stimulus créatif. Dans le cadre, nous allons voir qu'il y a 4 formes pour exprimer personnellement sa propre réaction. Ça veut dire l'implication, essayer de faire voir pourquoi on a été frappé par un fait linguistique, la langue ou un contenu, ou bien même à un niveau un peu supérieur, l'interprétation. Pourquoi je donne plus d'importance à tel et tel aspect du texte ou à tel aspect de film. Ensuite, on peut même passer à l'analyse d'un tableau, à l'analyse d'un poème et exprimer aussi un jugement de valeur, donc fournir une évaluation. Mais ces deux aspects, l'analyse et l'évaluation, recoupent des niveaux de compétences supérieures. En milieu scolaire, nous le faisons tous les jours dans les cours de littérature, mais à un niveau supérieur, c'est-à-dire 3e, 4e et 5e année. Et sinon, on peut le faire au niveau un peu plus professionnel. Voyons un peu les stratégies de médiation. Qu'est-ce qu'on entend par stratégie? Ce sont essentiellement des techniques, des outils auxquels on peut avoir recours pour faciliter ce travail de compréhension et de transfert de sens. On peut avoir des stratégies pour expliquer un nouveau concept ou des stratégies pour simplifier un texte. Quand je dois, par exemple, expliquer à quelqu'un d'autre une idée, un contenu, je peux avoir recours très souvent à ce que l'autre sait déjà, à ce que nous avons déjà abordé avant
dans un autre texte, par exemple, dans une autre expérience, dans un autre moment. Et donc, faire appel à ce qu'on sait déjà par des exemples. Ensuite, ça peut vouloir dire décomposer une information compliquée. Autrement dit, quand on a affaire à transférer justement et à faire comprendre un contenu d'un texte dense et complexe, il s'agit de retrouver les constituants du contenu et d'aller du plus simple au plus complexe et par conséquent éviter de éliminer toutes les digressions, éliminer les exemples, éliminer ce qui n'est pas pertinent au but de la communication. Si je dois préparer un débat et je vais lire un texte où quelqu'un exprime des arguments, sa thèse, son point de vue, je vais me concentrer davantage sur les arguments pour et les arguments contre, à restituer à mon interlocuteur, par exemple à mon camarade avec qui je prépare le débat, plutôt que faire vraiment un résumé du texte. Et enfin, pour faciliter la compréhension de quelque chose, il faut absolument adapter son langage. Donc, trouver toutes les tournures possibles pour le simplifier. Donc, avoir recours à ce que c'est la reformulation, avoir recours aussi à la paraphrase, à des synonymes, à des antonymes, même à des périphrases. Pour simplifier un texte, qu'est-ce que je dois faire? Parfois, il faut amplifier un texte qui est dense, donc y ajouter des explications, des exemples, des suppléments d'informations, ou bien je dois faire le travail contraire, c'est-à-dire élaguer, éliminer, le simplifier, retrouver le contenu vraiment essentiel. Il apparaît de tout ce panorama que je viens de faire que tout de suite, la médiation linguistique n'est pas que la traduction. Regardons un peu les verbes qu'on a utilisés. Transmettre des informations, expliquer des données, traiter un texte, c'est-à-dire le reformuler, le remanier, résumer, bien sûr traduire, bien sûr interpréter oralement, mais regardez, il y a encore la paraphrase, la reformulation, l'éclaircissement de concepts par des exemples, prendre des notes, mais ce qui me frappe le plus, c'est donner un sens aux choses par le langage, c'est-à-dire favoriser surtout la compréhension. En effet, on peut voir que la médiation linguistique est un ensemble d'activités très diversifiées et entrecroisées aux activités de réception, de production et d'interaction, de même qu'elle recoupe même un domaine cognitif, la médiation cognitive qui porte sur la clarification de concepts, la facilitation de la compréhension et le recours aux stratégies. En effet, voilà mon point fort, ce que je voudrais vraiment partager avec vous, c'est que souvent, en classe, nous faisons faire beaucoup d'exercices, alors que la médiation pourrait être la manière la meilleure pour faire progresser nos élèves. Je ne sais pas quelle est votre expérience, mais actuellement, les élèves sont de plus en plus réticents à la production en classe. Ils répondent par des monosyllabes, oui, non. Ils sont presque aphasiques et ils se comportent comme des petites souris de laboratoire habituées à remplir des trous pour les textes, par exemple, à trous, les exercices lacunaires ou des textes lacunaires, où ils sont capables de répondre à des questions avec des réponses brèves, donc faire seulement des petites phrases, ou pire encore, ils sont habitués à répondre à des QCM, des questionnaires à choix multiples, des questionnaires vrai-faux. J'ai eu l'occasion d'expérimenter encore une fois cela dans une classe de seconde année, où j'abordais le récit au passé, et en particulier la compréhension d'un fait divers. Dans le manuel, on proposait un document, un fait divers qui concernait l'inondation, une inondation qui s'était produite dans un petit coin de France, et à l'entête de la page, il y avait marqué compte rendu. Ensuite, comme exploitation du document, il y avait un QCM.
Or, dans ce QCM, toutes les items étaient centrés sur des données facilement repérables et je dirais secondaires par rapport à la compréhension globale de l'événement. On demandait par exemple combien de morts y avait-il eu, combien de millimètres de pluie on avait enregistré. On demandait également si les élèves du lycée étaient restés piégés dans leur lycée et après combien de temps ils étaient sortis. Une fois que les élèves avaient répondu correctement à toutes ces questions, je leur ai demandé de me raconter un peu l'événement. Et là, c'était le silence total. Donc, j'ai demandé à une élève de procéder à une petite traduction à vue et cela m'a donné l'occasion de vérifier s'ils avaient compris un peu les mots les plus importants, mais parfois quelques mots qui étaient importants mais qui pour eux ne l'étaient plus parce que ce n'était pas nécessaire pour faire l'exercice QCM. Et finalement, je lui ai demandé de me raconter l'événement en suivant le schéma typique des faits divers, c'est-à-dire qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment et avec quelles conséquences. Finalement, quand j'ai fait pratiquer cette activité, de compte rendu de l'événement, l'activité est devenue beaucoup plus significative. L'élève était à même d'avoir fait une compréhension globale et j'avais déclenché justement la réflexion sur le sens, le contenu et la compréhension complète. Quand on fait une activité de médiation et l'activité de médiation est toujours une activité tripartite. La compréhension est le point de départ. Nous avons vu que la médiation s'entrecroise avec la compréhension. Il faut partir d'un texte, entre guillemets, bien sûr, d'un texte de souche, et il faut le comprendre. Et une fois qu'on a compris les mots-clés, on a utilisé un appui visuel, on a trouvé les significations, par exemple, de vocabulaire inconnu, ou bien on a fait des hypothèses, des inférences, effectivement, il faut déverbaliser. Autrement dit, il faut passer de la parole au sens de cette parole. On peut le faire en interlangue, c'est-à-dire d'une langue à une autre langue, ou bien en intralangue, du français en français. On le fait, vous l'avez vu, par des traductions à vue, par des phrases, des reformulations de phrases, en donnant des explications, en prenant des notes, en simplifiant le texte. Mais après avoir déverbalisé, il faut réverbaliser et donc reprendre ou en L1 ou en L2 le texte et l'information par la paraphrase, encore une fois, en L2, par exemple, ou un compte-rendu, une explication ou un résumé, ou bien une traduction plus précise. Donc, il s'agit d'une activité vraiment complexe. Comment peut-on l'enseigner et la faire pratiquer? Je dois dire là qu'il n'y a pas de grosses difficultés si l'on veut. Il suffit de l'intégrer aux activités thématiques du cours de langue, mais il faut faire attention, il faut insérer toujours la traduction dans une situation communicative réaliste. Autrement, on tombe toujours dans le piège, traduction égale contrôle, égale évaluation, égale réflexion grammaticale. Mais il faut trouver les situations où il est réaliste, proposer le passage d'une langue à une autre ou une manipulation du texte. Il faut pratiquer donc là aussi une approche progressive et différenciée des activités de médiation en suivant les niveaux du cadre de A1 à B2 pour le milieu scolaire et les descripteurs et les échelles. J'ai fait un recensement par exemple des descripteurs par niveau. Vous voyez en noir là toutes les activités et les compétences de médiation qu'on peut pratiquer à tous les niveaux, donc à partir du niveau A1 jusqu'au niveau C2, donc transmettre des informations spécifiques, traduire, exprimer des réactions personnelles à l'égard de textes créatifs, bien sûr à des niveaux différenciés de difficulté. Et par contre, quand on demande d'expliquer des données à partir de graphiques, de tableaux, de figures à l'oral ou à l'écrit, il faut bien partir
du niveau A2+, voire B1. Traiter un texte, c'est l'activité de médiation un peu plus complexe. Elle nécessite des compétences de niveau B1 et A2 pour l'oral, si on fait un traitement de texte à l'oral. Prendre des notes, c'est elle aussi une activité de niveau A2+, et analyser et critiquer des textes créatifs, on peut le faire d'une manière simple au niveau de A2, mais en général, c'est à partir du niveau B1. Et une autre chose qu'on peut faire pour enseigner la médiation, c'est d'associer des niveaux de compétences différents. Croire que tous les élèves dans une classe ont le même niveau est évidemment un leurre. En effet, à l'intérieur d'une même classe, il y a des élèves qui ont un niveau B1 dans toutes les activités langagières, d'autres qui ont des niveaux différenciés ou des compétences partielles. Je veux dire, on peut avoir un niveau B1 pour la compréhension écrite, notamment pour le français qui est une langue assez transparente pour les Italiens, mais avoir un niveau A2 dans la production orale. Donc, la médiation, quand on a recours à une médiation interlangue en langue maternelle, permet de faire pratiquer aux élèves des exercices et des activités qui nécessitent, par exemple, au niveau de langue étrangère en français, un A2, B1, mais au niveau de la médiation, en L1, par exemple, c'est en langue italienne, des niveaux et des compétences et des stratégies plus élevées, B1, B2, C1, par exemple. Donc, en gros, la médiation nous permet de faire des activités beaucoup plus complexes, beaucoup plus significatives, même au niveau cognitif. Comment évaluer la médiation et quoi évaluer? Là, c'est effectivement le point crucial. D'abord parce que la médiation en tant que telle est la médiation est un véritable processus. Il est difficile de voir ce qui est compréhension, ce qui est déverbalisation et ce qui est production. Mais on peut se rapporter aux nouveaux descripteurs du cadre avec leurs échelles de niveau. Vous voyez qu'il y a 10 échelles, un pré-A1, un A1, A2, A2+, avancé, B1, B+, etc. Donc, on peut avoir les descripteurs et les niveaux comme point de repère. On peut adapter aussi des échelles d'auto-évaluation qu'on retrouve dans le volume complémentaire. Ce sont des auto-évaluations de compétences générales, je sais ou je peux, et attribuer par exemple des valeurs de 1 à 5, et puis établir des critères de performance comme l'aisance dans le changement de la langue, la précision, l'étendue du lexique, l'esprit d'initiative et en particulier dans la médiation, la prise en compte de l'autre pour qui on médie. Évidemment, donc on peut faire. Actuellement, après avoir publié les descripteurs, on est en train de trouver un champ d'application concret dans les classes et on est en train de chercher à rédiger des véritables rubriques d'évaluation. Mais on est en pleine expérimentation. Alors, maintenant, je vais vous donner des exemples concrets centrés sur la compétence de médier un texte, donc la médiation linguistique. Je vais partir d'un exemple complet sur un travail qu'on a fait à l'occasion d'un stage, donc en alternance. Je dois dire que dans mon lycée, on assiste à un progressif intérêt vers les activités de médiation. Je dirais qu'il y a un véritable engouement. Les élèves aiment traduire. On participe à plein de concours de traduction comme Juvenes Translatores par exemple ou les Campionati Nazionali delle Lingue. On a réalisé même des ateliers extracurriculaires et avec une grande participation d'élèves, mais c'est dans le domaine ASL, soi-disant ASL, c'est-à-dire de stage à entreprise, qu'on nous demande de plus en plus de faire pratiquer les compétences plurilingues de nos élèves. Voyons un peu MyWowo.
qui est justement une start-up pour laquelle nous avons travaillé. Je vais bloquer. OK. Donc, MyVovo est une start-up qui nous a demandé de préparer des audioguides pour présenter des sites et des monuments de Bergame. Là, je ne vais pas tout vous dire, mais si vous êtes intéressé par la suite, quand il y aura les questions, je pourrai revenir. Finalement, on a divisé la classe en petits groupes qui ont choisi, eux, des sites et des monuments de Bergame. Je vais vous donner l'exemple du Santuario de Sombreno. Donc, ils sont allés chercher vraiment les petits coins de notre province. Ils ont travaillé de cette manière-là. D'abord, ils avaient un format commandité par la start-up où ils devaient produire des textes, mais surtout des enregistrements à l'intention d'un grand public, donc d'un public pas spécialisé. Figurez-vous qu'on nous avait dit de ne pas indiquer par exemple les siècles, genre 17e siècle, mais dire 1600. Donc il fallait adapter tout ce que les élèves pouvaient trouver dans les encyclopédies, dans Wikipédia, donc de textes spécialisés et bien denses d'informations, à une communication qui devait être simple, condensée et en même temps, comment dire, intrigante. Et alors, ils ont fait un premier travail de recherche, une première forme de médiation de l'italien à l'italien. Donc là, c'est une médiation intralangue, d'adaptation d'un registre spécialisé et d'un registre formel à un registre un peu plus commun, beaucoup informel, et un travail de réduction et de simplification. Voilà ce que, par exemple, ils ont fait. Là, vous voyez, il y a le texte que les élèves ont fait, c'est un texte en italien, et après, ils ont même transposé ce texte à l'oral. Il s'agissait donc d'une oralisation d'un texte écrit, mais avec beaucoup d'attention à ce qui fait un texte oral. Je vais vous faire écouter la version en italien. Ciao, sono Alessia, studentessa del Liceo Falcone di Bergamo. Oggi sono la tua guida personale e ti do il benvenuto ad una delle meraviglie del mondo, il Santuario di Sombreno a Paladina. Hai parcheggiato l'auto vicino a Villa Iardi et sei salito per l'antica scaletta fino al prato antistante del santuario. Alors, vous vous êtes tout de suite rendu compte du registre de langue qui est tout à fait informel, car cet enregistrement et ce texte étaient téléchargeables avec l'application MyVovo dans un smartphone. Et l'objectif de l'entreprise, de la start-up, était de faire en sorte que quiconque pouvait télécharger cette application et déambuler lors d'une visite librement, sans être l'esclave de panneaux ou de bornes avec des audioguides. Ils ont fait cela en italien et puis en groupe, ils ont traduit tout cela en d'autres langues. Là, vous avez en allemand, en anglais et en français. Je vous donne un exemple en anglais. Là aussi, vous voyez, il y a la transposition, donc la traduction du texte en anglais et son adaptation orale. Hi, my name is Jessica and I'm a student at Falcone High School in Bergamo. Today, I'll be your personal guide and I'd like to welcome you to one of the wonders of the world, the Sanctuary of Sombreno. You've parked your car near Villa Iardi and you've climbed the ancient ladder all the way to the lawn in front of the sanctuary. Alors, vous voyez bien qu'il s'agit de transpositions et des traductions faites par des non-professionnels, évidemment. Et donc, là, c'est vraiment le propre de la médiation telle qu'on peut la faire tous les jours. Je vous laisse le plaisir d'écouter également la version en français. La voilà. Bonjour, je suis Sophie, élève du lycée Giovanni Falcone de Bergame, votre guide personnel.
Je vous souhaite donc la bienvenue à la découverte de l'une des merveilles du monde, le sanctuaire des Sombrero. Vous avez garé la voiture près de Villa Iardi. Vous êtes monté sur les anciens escaliers menant au sanctuaire de la Madonna di Sombrero. Vous voilà au point de départ des 4 sentiers du Parco dei Colli. Alors, vous voyez comment cet élève essaye de produire une oralisation du texte la plus proche possible de la communication orale. Donc, nous voyons bien que avec ce travail de médiation, on a travaillé un peu tous les aspects de la langue. Les élèves ont dû d'abord réduire et condenser un texte complexe en un texte beaucoup plus simple, adapter leur langage, trouver les équivalents en plusieurs langues, donc piocher dans leur répertoire plurilingue et de toute manière essayer de garder cette allure un peu simple, immédiate de quelqu'un qui vous parle d'une manière informelle. Donc, vous voyez bien qu'il s'agit d'un texte, d'un travail de médiation assez complet. Par la suite, si vous voulez, je peux vous expliquer mieux ce que nous avons fait et comment on l'a réalisé. Alors là, je vais vous proposer d'abord un exemple classique, traduire à l'écrit. En premier, vous avez là le descripteur du niveau A2+. Je le lis, l'élève peut utiliser une langue simple pour faire une traduction approximative de la langue A, c'est-à-dire de la langue française, italienne à la langue B, à l'occurrence la langue française, de textes courts sur des thèmes quotidiens et familiers contenant un vocabulaire des plus courants. La traduction reste compréhensible malgré quelques erreurs. Alors, j'ai inséré cette activité en conclusion d'une unité centrée sur les habitudes alimentaires, les repas, tels qu'on peut les trouver dans les manuels. Et au lieu de aller au coin traduction du manuel et donc de la phrase isolée, j'ai préparé un texte en entier qui est lui-même porteur de sens. Le travail que j'ai fait faire, c'est un travail en thème de la langue italienne à la langue française et je voulus proposer un exercice, une épreuve complète de grammaire, de lexique et de faits culturels. D'abord, j'ai trouvé une consigne réaliste. Autrement dit, pourquoi je dois faire cette traduction dans un contexte donc réaliste. Un de tes amis partant prochainement en échange scolaire t'a demandé de traduire ce message pour lui. C'est la réponse à son correspondant qui lui avait demandé des infos sur des habitudes alimentaires. Tu lui rends service car tu es plus fort que lui en français. Pour les mots et les expressions difficiles, il y a le dictionnaire. Donc, j'ai divisé les élèves en duo, donc en paire, en classe, et d'abord, ils ont fait une traduction à vue, spontanée, pour voir un peu leur capacité de traduction et de translation. Et puis, cela comme première démarche. Ensuite, à deux, ils ont transposé ce texte à l'écrit et ils ont dû médier les concepts. Tomber d'accord sur tel et tel choix. Donc, ils ont fait vraiment une médiation de concepts. Vous voyez bien que le but pour moi, c'était d'un côté de revoir la grammaire en contexte, donner une tâche réaliste de traduction et surtout favoriser l'appropriation du sens et de la différence des faits culturels qui peuvent transparaître. Je ne peux pas passer tout en revue, donc je vais vous donner quelques exemples. Regardez un peu le texte à traduire. Ciao, ti rispondo subito, ça c'est relativement facile. Mais par exemple, déjà au commencement de la phrase, per quanto riguarda i pasti, il est clair que mes élèves de deuxième année ne vont pas traduire en ce qui concerne les repas ou pour ce qui est de mes repas, qu'ils vont me dire
pour les repas. Donc, je vais accepter aussi cette traduction. Une autre difficulté, non ti preoccupare. Bien sûr, les moins rusés vont faire un calque de l'italien et dire ne te préoccupe pas au lieu de dire pas de souci, ne t'inquiète pas. Donc, vous voyez que en traduisant ce texte, les élèves se posent plein de questions et ils essayent de trouver leur solution. Bien sûr, il s'agit d'une activité de révision et de consolidation. Donc, j'y ai mis des termes assez difficiles, des expressions face auxquelles les élèves devaient se débrouiller. Par exemple, vous avez des expressions comme dolciumi, vous avez des expressions comme sai com'è, ou encore alors, bien sûr, alors, ou bien encore, bon, une tasse, un bol de café, une grande tasse ou autre chose. Et parfois, même des faux amis. Là, il y avait à un certain moment, je suis seconda dieta, donc le faux ami entre diète et régime. Et bien sûr, la pasta, les pâtes, la pâte. Donc, cet exercice a permis à mes élèves de d'abord avoir un challenge un peu plus significatif. Ils ont dû comprendre bien le texte et aussi trouver des solutions adéquates. Mais bien entendu, j'ai accepté la traduction à différents niveaux, mais cela m'a permis de les faire réfléchir aussi sur les habitudes alimentaires comme, comment dire, come primo piatto, c'est une entrée, comme plat de résistance, il secondo, et dire par exemple pane e burro con marmellata, en général c'est des tartines avec de la confiture, etc., etc. Le temps presse, donc je vous présente un autre exemple. L'exemple 2 est l'explication de données à l'oral. Si vous vous rappelez, c'était savoir extraire des idées clés à partir de diagrammes, de graphique, mais là aussi de figures. Là notamment, c'est le mode d'emploi d'un dispositif pour tester le taux d'alcoolémie dans le sang. Alors, évidemment, je suis partie d'un descripteur à 2. L'élève peut transmettre en italien ou en français ou bien dans une autre langue, vous le verrez, de façon simple, une série d'instructions courtes et illustrées, même si des pauses, des faux départs et des reformulations sont évidentes dans le discours. Et la stratégie que les élèves ont dû utiliser est une stratégie supérieure. Vous voyez, on est passé du A2 à un B1. En langue maternelle ou en langue étrangère. Celle de faciliter la compréhension d'un ensemble d'instructions en les énonçant lentement, quelques mots à la fois, en utilisant des moyens verbaux et non verbaux, donc le langage des gestes aussi, et un langage qui n'était pas technique, comme là on parlait d'embout, hein, par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait? À la fin d'un cours sur la capacité de comprendre des modes d'emploi, en guise de conclusion et comme comment dire, un renforcement de l'habilité de compréhension, au lieu de leur donner l'archi-traditionnel questionnaire de compréhension, de quel type de dispositif il s'agit, comment il s'appelle, à quoi il sert, à qui est-il destiné, quand on peut l'utiliser, comment ça marche, que veut dire par exemple l'apparition de la couleur verte, alors quand le test est positif, au lieu donc de donner un simple questionnaire qui aurait eu comme résultat la production de phrases isolées, j'ai demandé aux élèves de se mettre en tandem encore une fois et de exécuter cette tâche qui est peut-être une tâche de réalité.
Tu es à la sortie de la discothèque avec des amis. Vous venez de vous rendre compte que vous avez tous bu des boissons alcoolisées. Et donc, avant de rentrer, il faut bien faire un test pour voir qui d'entre vous pourra conduire. Bon, mes élèves m'ont dit, bon, on prend un taxi, mais peu importe, on joue la scène. Alors, vous avez demandé au responsable de la disco un dispositif pour faire le test. Vous êtes aux prises avec le mode d'emploi qui est écrit uniquement en français et toi, tu es le seul à connaître le français. Et c'est à toi d'expliquer comment faire le test. Tu peux le faire à un ami italien, à un ami espagnol, à un ami allemand, à un ami britannique. Il faut dire que la classe dans laquelle j'ai pratiqué cet exercice de médiation était une classe de 3e et c'était une classe plurilingue ou une classe où il y avait des groupes mixtes, un groupe qui faisait l'espagnol, un autre groupe qui faisait l'allemand. Donc, j'ai pu faire vraiment pratiquer une médiation plurilingue. L'élève devait choisir un de ses amis et la langue utilisée, et puis travailler avec son camarade et enfin jouer la scène. Quel est l'avantage? Il ne s'agissait pas de traduire le texte, il s'agissait d'expliquer le texte. Le mode d'emploi, en effet, ne dit pas tout. Et donc, on doit avoir recours à ce que l'élève sait, par exemple, déjà, l'emploi des infinitifs dans les modes d'emploi. On peut faire des paraphrases, on peut trouver des synonymes, on peut utiliser même l'alternance codique, donc utiliser un mot italien ou un mot français ou un mot anglais pour expliquer. Et mes élèves ont souvent fait recours à la gestualité, par exemple tac pour enfoncer les deux extrémités ou bien souffler dans l'embout en une seule fois, c'est-à-dire tout d'entrée. Donc, cela a été vraiment un exercice complet parce que ça s'est complété justement par un jeu de rôle. Je dirais que je dois m'arrêter là. Du moment qu'il est déjà, j'ai occupé 50 minutes et pour la suite, je suis à votre disposition pour les questions. Voilà. Voyons. Bon, alors je commence à répondre à des questions. La première, y a-t-il déjà des expériences consolidées dans l'enseignement de la médiation en milieu scolaire? Alors, je dois dire que quand on enseigne, on fait déjà de la médiation. Nous sommes les plus grands facilitateurs de l'accès au sens et à la communication. Donc, quand nous enseignons, nous faisons médiation. Mais force est de constater que la médiation en classe de langue, en milieu scolaire, n'est pas traitée d'une manière structurée et sur grande échelle. Comme je vous ai dit, il y a des expériences de médiation assez isolées lors d'un concours, lors d'un atelier particulier, lors d'une activité ASL. Donc, souvent, en classe de langue, on se limite au coin traduction des manuels. Alors que dans un milieu, plurilingue, il y a des expériences consolidées, notamment par exemple en Suisse, mais aussi et surtout en Autriche. À ma connaissance, il y a un examen de baccalauréat en plurilingue où l'élève doit répondre à des questions en plusieurs langues, en 2 langues. Il y a 2 professeurs de 2 langues différentes et il doit switcher, donc passer d'une langue à une autre. L'épreuve est une seule épreuve, elle est écrite et orale. Mais pour le reste, à ma connaissance, il n'y a que des expériences, embryonnaires ou bien limitées. Une autre question, peut-on faire pratiquer la médiation à des élèves BES? Oui, ou DSA. Je dirais absolument, parce que comme vous avez vu, la médiation ne veut pas dire interprétation, ne veut pas dire traduction, elle veut dire facilitation et d'accès à la compréhension. Donc, si un élève dyslexique, par exemple, a difficulté à lire un document dense et long, son camarade peut lui faciliter
faciliter la tâche en réduisant et en condensant le texte aux idées principales en langue maternelle. Et puis, il peut avoir accès au questionnaire, par exemple, de compréhension générale. La médiation est-elle praticable au collège? Bien sûr que oui. Il s'agit de la pratiquer d'une manière progressive. On peut commencer dès le niveau A1 jusqu'au niveau A2. Bien sûr, il faut suivre la progression qui est indiquée dans les descripteurs du cadre. Mais vous pouvez faire de la traduction déjà en milieu du collège. Comment évaluer les compétences de médiation? Là, c'est un point difficile, comme je vous l'ai dit déjà. Il n'y a pas encore tout un outillage de rubriques d'évaluation, mais on peut se rapporter au descripteur du cadre, au niveau du cadre et aux échelles d'auto-évaluation et donc construire des rubriques. On peut ajouter des critères qui concernent, par exemple, la facilité ou l'aisance du passage d'une langue à une autre, la précision, l'étendue ou autre chose. Peut-on faire médiation dans une classe d'élèves de 11 ans? Bien sûr, je viens de répondre déjà à cette question. Une autre question est-il vraiment utile de viser même l'acquisition des compétences de médiation dans le curriculum des langues vivantes? Et oui, je vois bien un peu la perception de la médiation comme encore une surcharge pour l'enseignant. À part tout ce que je viens de dire sur les bienfaits de la traduction, de la médiation qui permet de réhabiliter l'accès à la construction de la pensée, à la formulation d'une pensée, comment dire, conséquente et structurée. Je dois dire qu'on ne peut pas ne pas considérer le fait que nous vivons dans une société où il y a des élèves déjà plurilingues, avec les nouveaux arrivés ou les enfants d'immigration, de migration récente, et des enfants qui donc manipulent déjà plusieurs langues en même temps et qui doivent en apprendre d'autres. On ne peut pas nier le fait que dans la société dans laquelle les élèves vont évoluer, il y aura une mobilité réelle accrue et que donc ils devront faire face à une communication plurilingue ou devoir vraiment simplifier et médier et faire accéder au sens d'autres personnes qui parlent d'autres langues. Mais il n'y a pas que la mobilité, comment dire, réelle, il y a aussi la mobilité virtuelle. Les élèves manipulent l'anglais et l'italien ou d'autres langues étrangères pendant toute la journée dans leurs réseaux sociaux. C'est pourquoi dans le volume complémentaire du cadre, on a introduit aussi la compétence et l'activité de interaction en ligne. Voilà, en gros, c'est ce que je pourrais dire sur ceci. Je vais voir s'il y a encore d'autres questions, mais il me semble que non. Et voilà, je suis restée dans mes temps. Et donc, je vous remercie finalement de votre attention et puis à une autre occasion. Et bien sûr, bonne médiation à tout le monde. Au revoir.